Je suis heureux de vous accueillir, même virtuellement, cher Jean-Pierre Gracien, à la présidence du Sénat. Mais je vais formuler un vœu, même si j'ai quelques jours de retard, tous nous retrouver en présence concrète l'année prochaine pour ce moment d'échange. Moi aussi, je veux remercier les équipes techniques et la direction de la communication du Sénat d'avoir permis de nous retrouver aujourd'hui en visioconférence. Vous faisiez allusion à notre précédente rencontre, cher Jean-Pierre Gracien. C'était le 9 janvier 2020. J'ai l'impression que c'est déjà une éternité. Je voudrais reprendre les propos que je tenais ce 9 janvier 2020. Et je les cite dans le texte exact. Le déficit de l'État avoisine 100 milliards d'euros. Et ce dernier va emprunter 205 milliards d'euros en 2020. Un record absolu. La dépense publique ne ralentit pas. Les baisses de prélèvements obligatoires ne sont pas financées. La trajectoire budgétaire est éloignée des règles européennes et l'écart avec nos principaux partenaires européens, notamment l'Allemagne, se creuse. L'absence de mesures d'économie et le financement par le déficit de nouvelles dépenses à la suite de la crise des Gilets jaunes, comme les baisses d'impôts, rendent l'objectif de rééquilibrage des comptes publics à l'horizon 2022 hors de portée. C'était il y a un an, et cette partie de mon propos introductif paraît dans le contexte d'aujourd'hui quelque peu surréaliste. La crise sanitaire a tout bouleversé. Le « en même temps » et le « quoi qu'il en coûte » ont tout emporté. Cette pandémie a déstabilisé nos finances publiques, fragilisé notre démocratie, creusé des inégalités, accru la défiance de nos compatriotes, différé puis écarté concrètement toute possibilité d'engager des réformes avant la fin du quinquennat. Réformes, on le sait, pourtant nécessaires. La réalité, oui, c'est en janvier 2020 qu'un nouveau monde est né. Je ne vais pas m'étendre sur la gestion de cette crise. Je l'ai parfois qualifiée d'erratique. Beaucoup de choses ont été dites, des masques au triptyque testé, tracé, isolé, au retard pris dans le début de la vaccination. La France, depuis le début, donne le sentiment de gérer des pénuries avec peu d'anticipation. Certes, tous les pays sont confrontés à cette pandémie. Un certain nombre réussit quand même un peu mieux que nous. La comparaison des tableaux, par exemple, terribles, de mortalité ou de vaccination nous invite, en tous les cas, à la mesure et quelquefois à l'humilité. J'ai récemment évoqué la situation de notre pays chez un de vos confrères paraissant le dimanche. Oui, je pense que peu de choses ont été faites en 5 ans. Je ne parlais là que de la période pré-Covid. Nous constations déjà un triple renoncement. La maîtrise de la dépense publique, la réduction du déficit et le désendettement du pays. Sur 3 ans, 80 milliards de dépenses publiques supplémentaires. La dette représentait alors 98% du PIB. Et notre pays restait le plus taxé parmi les pays de l'OCDE. Quant aux réformes, hormis celle de la SNCF, la réforme de l'assurance chômage est restée au milieu du gué, celle des retraites ne verra probablement pas le jour, la dépendance n'a jamais finalement été sérieusement engagée. Quant à la réforme réelle de notre système de santé, il s'est limité aujourd'hui à des dispositifs salariaux et n'a pas encore franchi les murs de l'avenue de Ségur. Je mesure aussi la difficulté de la tâche et je ne veux pas céder aux simplifications. Mais nous devons dire la vérité sur l'état de notre pays, sur l'état aussi de notre désindustrialisation, sur la faiblesse aussi de notre recherche.
Dans cette crise, il fallait, outre l'aspect sanitaire, sauver l'économie française. Et l'essentiel a été fait, je le reconnais. Mais quel en est le prix? La pandémie et ses conséquences économiques vont laisser une empreinte profonde et durable sur nos finances publiques et sans doute, ce qui me préoccupe aussi, sur l'emploi. Chute des recettes et envolée des dépenses se conjuguent pour creuser des déficits déjà bien lourds. Chute de plus de 8% du produit intérieur brut en 2020. Endettement public qui, lui, a atteint 120% du produit intérieur brut et qui va continuer à augmenter. Le quoi qu'il en coûte a tenu lieu de politique économique, mais les réalités chiffrées portent notre fragilité. La France est l'un des pays européens dont la dette va le plus augmenter. 25 points de PIB en 2 ans, comparons avec l'Allemagne, 15 points de PIB. Grâce à l'action de la Banque centrale européenne, la charge d'intérêt que nous devons payer à nos créanciers reste contenue. Cela pourrait ne pas être éternel. C'est une vulnérabilité. Il nous faut donc agir pour rassurer la soutenabilité de la dette. Ce sera l'un des enjeux de la décennie. Sur ce point, il ne faut pas non plus céder aux marchands d'illusions ou à certains discours démagogiques. Il est naturellement exclu de ne pas rembourser cette dette. Évoquer cette éventualité, c'est perdre la confiance des marchés, et là, nous perdrions notre souveraineté budgétaire, un mot souvent répété ces temps-ci, et ce pour longtemps. Exiger, par exemple, de la Banque centrale européenne d'annuler les obligations françaises qu'elle détient ne me semble non plus pas crédible. D'ailleurs, les traités européens l'interdisent. Cela ne pourrait se faire qu'en sortant de l'euro. Imaginez 3 points de suspension. Augmenter les impôts n'est pas non plus la solution. Avec 45% de prélèvements obligatoires, 8 points de plus que la moyenne européenne, nous sommes déjà, j'allais dire, bien lestés, trop lestés. Seule une maîtrise rigoureuse de nos dépenses publiques, nous en sommes à près de 64% aujourd'hui de notre produit intérieur brut, avec une politique ambitieuse de réformes structurelles, nous permettra, bien sûr, la pandémie passée, d'assurer la soutenabilité de notre dette, puis de réduire progressivement notre taux d'endettement. Cet objectif ne me paraît nullement contradictoire avec le maintien de notre modèle social, de services publics performants et d'une juste redistribution fiscale et sociale. Le redressement de notre économie sera donc long et progressif. Et renoncer à des réformes structurelles de peur de nuire à la croissance serait une erreur. Au contraire, c'est l'absence de réformes qui, sur la durée, freinerait notre dynamisme économique et nous distancierait de nos partenaires européens. Je ne suis pas certain non plus que le bilan de la politique de sécurité, celui sur l'immigration, soit excellent. Là, les chiffres sont aussi têtus et nos concitoyens le ressentent. Pour moi, mesdames et messieurs, il y a un mal originel à tout cela. Un État trop centralisé et hypertrophié. Un État, au fond, je reprends les mots du président de la République, devenu obèse, en tous les cas anesthésié par trop de normes, trop de réglementations, et aussi parfois par trop de surtranspositions qui ont découragé initiative et investissement. Cette crise a montré les limites de cette gouvernance et l'échec de cette méthode. Et cette méthode et cette gouvernance n'ont pas commencé au printemps 2017, mais bien avant. Vous me penserez obstiné, mais je reste convaincu que notre pays a besoin de plus de proximité, au pluriel, de plus de liberté, au pluriel, et de souplesse. Elle a besoin de plus d'action sur le terrain, en clair, d'une nouvelle génération de la décentralisation. Au début de son mandat, le président de la République avait semblé prendre la mesure de cet enjeu de décentralisation, notamment en mettant en place
la conférence des territoires. Mais le dialogue engagé avec les associations d'élus a vite tourné court, par manque d'écoute, de volonté. C'était septembre 2018. Lors du grand débat, après la crise des Gilets jaunes, le président de la République avait annoncé une loi 3D pour remettre, et je le cite, de la responsabilité au plus près du terrain. Fin de citation. C'était avril 2019. Depuis, n'ont été mises en œuvre que des demi-mesures, ou pire parfois, des mesures de recentralisation concrète. La loi Engagement et Proximité, votée fin 2019 dans la continuité du grand débat, n'a eu d'autre vocation que de corriger certains aspects de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Elle a repris une partie des propositions du Sénat, certes, mais n'a pas retenu des propositions parmi les plus ambitieuses. Je pense au transfert à la CAT des compétences communales, donnant plus de souplesse à l'organisation de l'intercommunalité. À l'inverse, l'État a renforcé sa tutelle en substituant des dotations aux impôts locaux, réforme de la taxe d'habitation, les impôts de production et leur baisse, et absence réelle de déconcentration. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire a démontré la réactivité et l'agilité des collectivités et l'urgence de repenser notre organisation administrative, on nous promet un examen de la loi 4D, peut-être en juillet prochain. C'est, je le rappelle, une des deux contributions majeures, et là de tous les groupes politiques du Sénat, au plan de relance. C'était à la demande du président de la République, et ce sont 50 propositions. Mais en toute hypothèse, le projet de texte en l'état, tel que nous le connaissons, nous paraît loin de marquer une nouvelle étape de la décentralisation. Il ne répond pas aux attentes des élus en matière de responsabilité, en matière de santé, de médico-social, d'emploi, de culture et de sport. Il n'aborde pas non plus les enjeux financiers, notamment les modalités de compensation des transferts de compétences, dont le Sénat a proposé qu'elles soient garanties et périodiquement réévaluées. Au fond, pour rebondir, pour redresser notre pays, j'ai la conviction que rien ne sera possible sans confiance. Je crois que la confiance ne peut renaître que par une plus grande proximité, une meilleure perception des attentes du territoire et des citoyens qui vivent sur ces territoires. Alors, cher Jean-Pierre Gratien, nous aurons cette année à débattre de textes importants. L'ordre du jour prévisionnel pour le premier semestre, en fait 6 mois utiles, car l'automne sera quasiment financier. Projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et les journalistes parlementaires que vous êtes connaissent bien cette articulation. En fait, l'ordre du jour provisionnel nous paraît bâti autour de 3 grands axes. Des sujets régaliens et relatifs au fonctionnement de notre société. Vous l'évoquiez dans vos mots, la proposition de loi sécurité globale que nous examinerons le mois prochain, à la mi-mars, et le projet de loi sur le respect des principes de la République à la fin du mois de mars et dans la première semaine d'avril. 2 textes majeurs qui doivent répondre notamment pour les valeurs de la République à la question du respect des principes de la République et marquer une rupture après tant de renoncements. Je sais que vous m'interrogerez sur ces 2 textes, vous m'avez déjà annoncé. Il y aura aussi le débat, la semaine prochaine, important, sur Barkhane, notre engagement en Afrique, la lutte contre le terrorisme. Depuis 2013, depuis Serval, il n'y a pas eu de débat au Parlement. Et le Sénat a voulu et a inscrit ce débat, c'est une nécessité. Il y aura aussi des sujets institutionnels, avec le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire la question climatique dans la Constitution. On nous annonce une lecture possible en mai, mais nous attendons la confirmation. Ou le projet de loi tant attendu portant sur la décentralisation,
tant de fois annoncé, qui devait être présenté au Conseil des ministres de la fin janvier. C'était un engagement pris par le Premier ministre devant l'ensemble des présidents de groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, et d'ailleurs les responsables de formation politique, et je n'ai encore rien vu venir. Le projet de loi climat, pour traduire tout ou partie de propositions formulées par la Convention citoyenne. Le Parlement restera par ailleurs mobilisé pour gérer la crise sanitaire. Il devra peut-être se prononcer à nouveau si le gouvernement décidait de proroger l'état d'urgence sanitaire au printemps. Mais il va aussi continuer à exercer sa mission de contrôle par ses commissions, mais aussi parce que la commission d'enquête sénatoriale sur l'évaluation des politiques publiques a rendu son rapport au mois de décembre, mais qu'aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en place une mission commune d'information qui d'ailleurs se réunit à nouveau ce matin même. Pourquoi faire? Pour évaluer les effets des différentes mesures liées à la situation sanitaire et à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. Celle-ci va conduire ses travaux en s'appuyant de façon innovante sur des expertises extérieures et pas uniquement sur l'expertise qui nous est transmise par l'exécutif. On ne peut exclure, par ailleurs, le dépôt d'un collectif budgétaire en fonction de l'évolution de la crise, même si le gouvernement ne l'a pas évoqué à ce stade. Pour conclure, simplement, le Sénat restera fidèle à ce qui fait sa spécificité et, je le pense, sa valeur ajoutée. Et il faut y être attentif dans l'examen de tous les textes à cette valeur ajoutée auquel je tiens tant, l'amélioration des textes législatifs et l'activité de contrôle qui fait du Sénat un contre-pouvoir institutionnel. Simplement, pour qu'on l'ait bien en tête, 2019-2020, 81% des textes ont été adoptés après accord entre nos deux assemblées. Ces accords ont eu lieu sur des textes majeurs. Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, mais aussi des textes de prorogation de l'état d'urgence, avec toujours l'exigence pour le Sénat d'équilibrer la situation nécessaire de l'état d'urgence avec le respect des libertés individuelles et collectives. C'est vrai, mesdames et messieurs les journalistes, cette crise va marquer notre décennie. Elle a aussi montré un pays qui sait mobiliser ses forces vives, des soignants au personnel indispensable à la vie en société. Les Français ont su montrer leur capacité de résilience. Sur le terrain, concrètement, l'État déconcentré, les élus ont fait au mieux en palliant parfois aux rigidités de la centralisation et à un certain nombre d'insuffisances. Je crois que nos institutions sont fortes, que la Ve République sait traverser toutes les crises, mais que les contre-pouvoirs doivent être protégés et que la démocratie représentative est une force et un atout. Il ne faut pas tenter de la contourner. Nous avons dû confiner notre population, c'était nécessaire. Si le Sénat sera toujours très attentif à un point, que ne confine pas notre démocratie. Nous avons par exemple, la semaine dernière, au Sénat, refusé de voter une prolongation de la loi d'état d'urgence qui, à nos yeux, ne garantissait pas la protection de nos libertés suffisamment. Nous veillerons à ce que les élections régionales et départementales puissent se tenir au mois de juin, comme la loi le prévoit, sauf bien sûr crise sanitaire aiguë. Il faut que le gouvernement prépare activement la tenue de ces deux scrutins dans des conditions de sécurité maximum, mais aussi en capacité de faire vivre la vie démocratique. Il ne faut pas jouer avec la légitimité des exécutifs locaux. Leur efficacité n'est plus à démontrer. Alors, il y aurait bien d'autres sujets. J'ai déjà été trop long. Pardonnez-moi, mais je vais le faire maintenant en répondant à vos questions. Merci beaucoup pour ces quelques mots. On comprend mieux l'état d'esprit effectivement dans lequel vous êtes en votre qualité de président du Sénat à l'aube de cette nouvelle année. Je vous propose donc de prendre les premières questions. Je précise à chacun qu'il s'agit de bien ouvrir son micro, hein.
pour poser ces questions et je me chargerai de présenter ceux et celles qui poseront ces questions parmi nos confrères en présentant également, bien entendu, les médias qu'ils représentent. C'est Chantal Didier, Gérard Larcher, qui va vous poser tout de suite la première question. Je salue avec plaisir. Oui. Vous pouvez le faire, elle est là. Je regrette qu'elle ne soit pas à nos côtés ce matin. D'accord. Oui, bonjour Monsieur le Président. Je vois que vous appelez à une nouvelle génération de la décentralisation, en doutant un peu, même beaucoup, des intentions et des ambitions du gouvernement en la matière. Mais en écoutant les élus locaux, beaucoup demandent quand même une sorte de moratoire des réformes. Je veux dire, ils estiment qu'il faut au moins leur donner le temps de digérer les réformes qui se sont succédées, dont la loi NOTRe. Alors, vous, est-ce que vous êtes prêt un peu à bousculer les élus locaux qui sont vos grands électeurs? Tout d'abord, cher Chantal Didier, c'est un texte, s'il vient, qui viendra d'abord en première lecture devant le Sénat. C'est la Constitution. Il viendra sur la base d'un travail que le Sénat a fait avec les élus locaux, et notamment avec les associations d'élus, et qui va se poursuivre puisque nous lançons dans les jours qui viennent sur la plateforme du Sénat une consultation de l'ensemble des élus locaux, au travers notamment de notre délégation aux collectivités territoriales. Et donc, au travers de votre question, j'appelle vraiment les élus locaux à répondre à nouveau à cette consultation. Mais vous le savez, les élus locaux, ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente. Et quelque part, la crise sanitaire a été une forme de crash test pour une organisation centralisée. Ce que les élus veulent, c'est pas des textes qui arrivent d'en haut, que des textes qui soient partagés avec eux. Ça va être le travail parlementaire sur des points extrêmement concrets. Est-ce qu'on accepte ou non que les intercommunalités ne soient pas organisées sur le même modèle? Comment continue-t-on à replacer le maire au centre des décisions? Est-ce qu'en matière médico-sociale, on donne aux départements plus de responsabilités et les départements, ils sont prêts, ils sont même demandeurs? Est-ce qu'on donne aux régions, en matière d'emploi et de santé, en lien avec les élus, plus de responsabilités? Bien sûr, les élus ne veulent pas, a-t-on dit, d'un nouveau Big Bang. Ils ont besoin, tout simplement, qu'on les considère, qu'on leur fasse confiance, et qu'on fasse confiance, pour reprendre le titre d'un rapport, à l'intelligence des territoires. Je sens plutôt des élus locaux demandeurs. Je voudrais simplement porter témoignage qu'il y a 48 heures, je recevais le bureau de l'Association des petites villes de France et ils m'ont demandé de dire qu'ils avaient besoin de ce texte sur la décentralisation. Je suppose qu'ils vous diront aussi à quel point ils peuvent être choqués par certains propos de la majorité, de ministres ou même d'un conseiller de l'Élysée qui parle de populisme sanitaire à l'adresse des élus locaux, voire de vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, chacun est responsable de ses mots, mais quand il n'y avait pas de masque en mars-avril, c'était du populisme de dire que le port du masque était dangereux, alors que ce sont les territoires qui ont, la plupart du temps, apporté des réponses aux angoisses. Je pense au personnel soignant, je pense aussi à ceux qui étaient au contact de nos aînés au quotidien. Je pense à ceux qui prenaient des risques parce que dans les commerces qu'on qualifie d'essentiels, je n'aime guère cette dénomination, tout simplement, les territoires ont apporté des réponses. Je ne crois pas qu'il faut opposer l'État au territoire. Mais nous le voyons bien. C'est une responsabilité régalienne de l'État, la santé. Et moi, je comprends que le processus de vaccination et la délivrance de vaccins puissent être centralisés, les centraliser au plan européen et au plan national. Mais l'organisation sur le territoire, quand l'État territorial, le préfet, le délégué territorial de l'ARS, les élus locaux et les soignants s'entendent sur le terrain, il n'y a plus qu'à amener les doses de vaccins et vous verrez qu'on ira très vite. Moi, je suis un pragmatique. Je ne suis pas là pour opposer les uns aux autres, mais je sais que le système de gouvernance centralisée, c'est d'ailleurs encore plus centralisé, puisque ça va jusqu'à un conseil de défense, une forme de conseil des ministres restreint. J'entends même des voix dans la majorité pour dire que peut-être il faudrait rendre tout ça un peu plus transparent. Moi, je suis là pour simplement
que ça marche. J'ai envie qu'on se sorte de cette crise. J'ai envie que les Français soient vaccinés. J'ai envie que notre économie redémarre. C'est ça mon envie. Ce fameux populisme sanitaire, c'était une expression qui avait été utilisée par Stéphane Séjourné, un député de La République En Marche européen, lorsque vous aviez brandi ce fameux dossier de 58 pages chez nos confrères de France 2, et en vous étonnant que les personnes concernées dans les EHPAD soient obligées de remplir ce dossier pour être vaccinées. Ça a été démenti ensuite. Vous regrettez d'avoir brandi ce dossier chez nos confrères de France 2 ? C'est le document que j'ai reçu. J'ai d'ailleurs monté au ministre Véran. Je crois que ça a clos le sujet. Je vous demande de ne pas relancer, s'il vous plaît, dans vos questions. Vous savez que c'est la règle de notre association. Ça permettra de prendre le maximum de tous les droits. Mais alors, si c'est vous qui le dites. Et on retrouvera peut-être tout à l'heure Chantal Didier pour une autre question. Pour l'heure, c'est Quentin Calmet de Public Sénat qui vous pose une question, Gérard Larcher. Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour Gérard Larcher. Moi, je voulais vous poser une question sur le projet de loi de bioéthique. Est-ce que vous regrettez l'imbroglio qui a mené au rejet de l'article 1 en séance, qui permet la PMA à toutes les femmes? Vous étiez dit ouvert, pour rappel, à ce qu'elle soit étendue à toutes les femmes, mais sans remboursement par la sécurité sociale. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de seconde délibération? Ça a pourtant été annoncé en séance par le président de la commission spéciale. Et dernier volet de cette question, certains sénateurs, y compris dans votre groupe, les LR, comme Jean-Pierre Grand, dénonce aujourd'hui une victoire politique de la Manif pour tous, dont les relais, je cite, dans le groupe LR ne sont plus à dénoncer. Quelle est votre analyse sur cette séquence? Pour moi, en 2019, le Sénat avait voté un texte équilibré sur l'ensemble de la bioéthique. La question de la PMA, mais aussi tout ce qui était expérimentation, manipulation génétique. En 2021, au cours de cette nouvelle lecture, le Sénat, dans un premier vote d'ailleurs, a maintenu le principe de la PMA. C'était un vote d'amendement, puis, à l'occasion d'amendements qui réduisaient la portée, notamment pour les femmes seules, eh bien, ceux-ci ont été adoptés. Et l'addition des voix de ceux qui voulaient généraliser la PMA et de ceux qui la refusaient dans son principe se sont additionnés. C'est ce qui a conduit au rejet de l'article 1er. Je regrette un peu que le Sénat ait laissé passer la chance d'améliorer le texte. Je le dis comme je le ressens. Vous connaissez ma position. J'ai dit que le texte de 2019 était pour moi un texte équilibré. Je m'étais exprimé sur le sujet. Et naturellement, là, quelque part, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et je ne suis pas certain que l'équilibre trouvé en 2019, et d'ailleurs dans un dialogue alors avec la ministre de la Santé, soit retrouvé. Véronique Martinache, qui représente l'agence France Presse, vous pose la prochaine question. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez souvent regretté la verticalité du président Macron. Comment jugez-vous aujourd'hui la façon dont il gère la crise sanitaire et notamment le rôle que prend le Conseil de défense? Je me suis presque exprimé en répondant à Chantal Didier sur le sujet. Je reconnais une chose aujourd'hui, c'est la capacité de dialogue que nous avons avec le Premier ministre au travers du groupe de contact parlementaire. J'avais souhaité, j'allais dire conjointement avec le Premier ministre, mais j'avais souhaité que ça soit avec chacune des chambres. La semaine dernière, nous avons eu ce groupe de contact. Je pense que c'est utile, même si ça ne répond pas à l'ensemble des questions. Moi, je suis simplement inquiet, parfois, par la multiplicité des prises de parole, et parfois de prises de parole discordantes. La semaine dernière, sur la question des écoles, on a entendu le porte-parole du gouvernement être orthogonal du ministre de l'Éducation nationale. Comment voulez-vous que cette multiplicité de prises de parole, parfois contradictoires, ne soit pas anxiogène pour les Français? Après ce qui avait été annoncé la semaine dernière, la décision du président de la République, que je respecte, parce qu'il a pris en compte un certain nombre de réalités, y compris que nous avions échangé avec le Premier ministre, et qu'il a appelé à la responsabilité, comme nous appelons à la responsabilité de chacun des Français, avouez qu'au bout du compte,
les Françaises et les Français étaient en quelque sorte tourneboulés. Alors on a besoin de confiance. Et je ne suis pas sûr que cette anxiété liée à la multiplicité de prises de parole suscite réellement autre chose qu'une forme de défiance ou en tous les cas de doute profond. Que le président de la République s'exprime, c'est bien. Il faut le faire pour dire des choses, me semble-t-il. C'est ce qu'attendent les Français. Mais nul ne disconvient que c'est une crise très difficile à traiter, et c'est vrai dans tous les pays. Marion Mourgue, notre consoeur du Figaro, vous pose la question suivante. Oui, bonjour Monsieur le Président. Pour prolonger un peu la question de l'AFP, comment vous expliquez aujourd'hui la popularité d'Emmanuel Macron? Dans un sondage, notamment pour le Figaro Magazine, on voit une forte adhésion, y compris chez les plus de 65 ans, et bien largement supérieure à celle que connaissaient Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Merci. D'abord parce que je pense que nous sommes dans un pays qui traverse une crise sanitaire et qu'il est naturel que les Français se raccrochent au chef de l'État. Parce que à qui voudriez-vous, pardonnez-moi, qu'il se raccroche? Je crois aussi que c'est lié à la situation politique telle qu'elle est. Cette situation politique qui fait qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, qui n'ont pas tout à fait la tête à l'élection présidentielle, soyons clairs, eh bien, n'identifient pas encore aujourd'hui ce qui pourrait offrir une alternative à, pour parler en vieux français, un remake du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Et je pense que la responsabilité politique des familles de la droite et du centre, des familles gaullistes, et d'offrir une alternative aux Français le moment venu. C'est ce à quoi je travaille. Le temps viendra de cette alternative pour que les Français puissent choisir. Je crois que c'est une partie de l'explication pour, j'allais dire, ce niveau de popularité qui reste quand même sur un certain nombre de sujets encore relatif, mais ça me semble logique dans le système de la Ve République. Patrick Roger du quotidien Le Monde vous pose sa question maintenant. Bonjour Monsieur Larcher. Bonjour. 3 questions sur la Nouvelle-Calédonie. 1. Quelle est votre appréciation de la situation en Nouvelle-Calédonie et de la manière dont est géré ce dossier? 2. Vous soutenez-vous comme le gouvernement, le projet de reprise de l'usine du Sud par le consortium Prony Ressources? Et 3, vous avez constitué un groupe de contact que vous présidez et qui s'est réuni pour la première fois avant-hier. Quels sont vos objectifs? J'ai un peu... question sur la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est des questions trinitaires. Oui. Je voudrais dire à Patrick Roger, d'abord, pourquoi nous avons remis en place ce groupe de contact auquel participent nos 2 collègues sénateurs de Nouvelle-Calédonie, dans lequel je note que le niveau de participation est à niveau élevé. Parce que, naturellement, il nous apparaît important, au moment où vont se conclure les accords de Nouméa, que cette conclusion, elle puisse être éclairée. Elle puisse être éclairée pour les Néo-Calédoniens, pour les Calédoniens, mais aussi pour le Parlement. Qu'est-ce que veut dire le oui? Qu'est-ce que veut dire le non? Or, il se trouve, vous le savez, que j'ai des contacts avec tous les protagonistes. Des contacts directs aujourd'hui par voie téléphonique ou de visio, ou des contacts avec l'ensemble des protagonistes, qu'ils soient favorables à l'indépendance ou défavorables à l'indépendance. Et aujourd'hui, le premier des sujets, c'est la reprise du dialogue politique. La reprise du dialogue politique est indispensable parce que le 4 avril prochain, le Congrès de Nouvelle-Calédonie pourra décider de demander l'organisation du 3e référendum. Et le gouvernement aura alors 2 ans pour l'organiser. Et donc, on ne peut pas aller à ce 3e référendum dont les enjeux sont majeurs dans une méconnaissance pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie, eh bien de quelles seront les conséquences emportées par leur oui ou par leur non.
Travail, dialogue, faciliter la reprise du dialogue, c'est en tous les cas la tâche que nous donnons au Sénat, et c'est une constante au Sénat d'ailleurs, depuis les années 1985. La seconde des sujets que vous avez abordé, c'est l'affaire du nickel. Le nickel est un peu aussi consubstantiel à la Nouvelle-Calédonie. C'est Pierre Frogier qui nous rappelait que dès les années 50, la question du nickel était présente et que la question du nickel a fait partie des accords de Matignon, puis des accords de Nouméa dans le rééquilibrage, notamment entre les trois provinces. Cette question, elle ne doit pas nous faire oublier les réalités économiques. Et aujourd'hui, le rachat de l'usine Vallée concerne 3000 salariés, une grande quantité de sous-traitants. La question du nickel non réglé, c'est demain, pour la SLN, l'autre société historique de nickel, une vraie interrogation. Voilà pourquoi la proposition, parce qu'il n'y en a pas d'autres, nous avons entendu le ministre, j'ai entendu les uns les autres, de reprise, est une proposition qu'il faut continuer, j'allais dire, à explorer, et peut-être trouver localement des propositions d'accord pour que, quelque part, le capital soit partagé entre les Calédoniens et les sociétés qui reprendront l'usine Vallée. C'est le temps du dialogue, et nous sommes là pour essayer de faciliter ce dialogue, y compris sur cette question. Mais là, je le dis clairement, nous sommes à côté de l'État qui, pendant un certain temps, ne s'est guère préoccupé de la Nouvelle-Calédonie. Et je me réjouis qu'il s'en préoccupe. C'est en tous les cas le témoignage que Sébastien Lecornu a apporté à notre groupe de contact. Groupe de contact qui se réunira en mars pour examiner les propositions de l'État dans ses réflexions. Que signifie le oui? Que signifie le non? Quelles conséquences pour l'organisation de la Nouvelle-Calédonie? Quelles conséquences pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie dans leur vie quotidienne, mais aussi dans l'application de la justice, du respect de l'ordre public, dans l'organisation territoriale demain? C'est tous ces sujets. Et le mois prochain, nous nous réunirons à nouveau sur ces dossiers. Et en rappelant que le nickel néo-calédonien représente un quart des richesses et des disponibilités des réserves mondiales de nickel, d'où l'intérêt évidemment et l'importance économique et politique, vous l'avez souligné, en Nouvelle-Calédonie. Puis par ailleurs, le troisième référendum aura peut-être lieu. L'exécutif local, vous l'avez dit, va trancher. Il y a déjà eu 2 référendums. Ça devrait être le dernier, ce troisième référendum. Oui, c'est le sens des accords qui ont été pris. Le Congrès devra décider à partir du 4 avril et le gouvernement devra en quelque sorte prendre les dispositions. Mais aller à un référendum, après les 2 référendums que nous avons connus, où nous voyons que nous restons dans une réponse binaire de la part de nos compatriotes kanaks, que de la part de nos compatriotes non mélanésiens, ça nous appelle à approfondir le sens de la question qui sera posée. On va rester, à mon avis, sur une question concernant la Nouvelle-Calédonie. Pardonnez-moi, changement de dernière minute, parce que je pense que vous avez déjà répondu assez largement sur cette question néo-calédonienne. Je suis à disposition, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est une conception de la République pour moi. Mais c'est bien Jean Lecuyer de La Voix du Nord qui vous pose la prochaine question. Oui, bonjour. Alors, c'est Julien Lécuyer, mais c'est pas grave. Oui, bonjour Julien Lécuyer. Mais enfin... Merci, Monsieur le Président. 2 questions. L'une qui a trait à vos relations avec le Président de la République. Il y a un an, vous répondiez à cette même question par un trait prosaïque. Elles sont conformes aux institutions. Cela dit, il est de notoriété publique que les relations ne sont pas fraîches, elles sont inexistantes, elles le sont restées pendant quelque temps. Est-ce que la crise sanitaire a changé l'état d'esprit? Est-ce que vos relations se sont réchauffées ou est-ce qu'elles sont toujours symptomatiques d'un malaise entre vous? Et deuxième question, vous avez parlé de réformes structurelles que la crise et l'état des finances publiques imposeront. Est-ce que vous regrettez que l'exécutif ne se saisisse pas des derniers mois pour, en tout cas, entamer un début de projet de loi sur la réforme du système de retraite? Je vous remercie. Mes relations avec le président de la République sont
institutionnelle et nous y sommes attentifs de part et d'autre. Mais naturellement, ce que traverse notre pays depuis une année nous a conduit à avoir des contacts. Et j'avais eu une formule qui était issue d'un bulletin paroissial que j'avais proposé au Premier ministre comme au Président de la République. C'était le titre, ça s'appelle « Parlons-nous ». Eh bien, nous parlons. Et nous parlons au point que le Président de la République a répondu à la suggestion que je lui faisais au nom des présidents de groupe du Sénat pour recevoir les présidents de groupe du Sénat. Et je sais que nous devrions, je l'espère, avoir dans quelques temps un autre point avec le président de la République. Donc, des relations institutionnelles, mais aussi des relations d'échange, des relations avec le Premier ministre. Ce que je pense, c'est que sans doute, entre l'exécutif et le Parlement, il n'y ait pas suffisamment, y compris quand on est différent, de relations marquées par la confiance. Le Parlement, ce n'est pas un passage imposé, c'est un passage qui permet d'approfondir dans la relation démocratique la relation avec le pays, qui permet de confronter ses projets avec la réponse des autres. Et donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on continue à approfondir cette relation. C'est en tous les cas mon état d'esprit qui n'est nullement de considérer qu'il y a pu avoir des difficultés, c'est la vie publique. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt du pays. J'ai vraiment envie qu'on s'en sorte de cette pandémie. J'ai vraiment une inquiétude pour les jeunes, parce que je vois les jeunes à l'université, aujourd'hui sans présentiel, en grande difficulté. J'avais reçu un jeune étudiant de Lille qui me racontait, je le dis à Julien Lécuyer, la difficulté de ceux qui n'étaient pas en présentiel. Et puis, j'ai envie que un certain nombre de jeunes, quand on me dit les bac plus 5, après 6 mois, il n'y en a que la moitié qui ont trouvé l'amorce d'emploi, alors je suis inquiet et je veux qu'on s'en sorte. Et cela dépasse pour moi tous les débats légitimes, démocratiques, politiques, électoraux, qui sont indispensables, mais je veux que mon pays s'en sorte. François Vignal, de Public Sénat, vous pose la question suivante. Oui, je branche. Oui, bonjour Monsieur Larcher. Bonjour. Sur le projet de loi sur la sécurité globale, l'article 24, on s'en souvient, a concentré les débats. Mais le texte prévoit aussi de donner un cadre à l'utilisation des drones. La CNIL, qui a été saisie par le Sénat, y apporte des réserves claires. Alors, est-ce que ce recours aux drones vous inquiète au regard des libertés individuelles? Et peut-être plus largement, est-ce que vous diriez que le gouvernement a eu parfois tendance à les mettre à mal? Écoutez, ce texte, nous allons l'examiner au Sénat après qu'il ait donné lieu à des débats passionnels à l'Assemblée nationale et en dehors de l'Assemblée nationale. Mais c'est un texte important, cette proposition de loi, sur lequel d'ailleurs la délégation aux collectivités locales du Sénat a rendu un rapport il y a 2 semaines, parce qu'il traite de ce qu'on appelle le continuum de sécurité, notamment qu'est-ce qui se passe dans les communes, avec les maires, avec les polices municipales, avec la sécurité privée, avec la police, la gendarmerie, la préparation aussi des fins de peine en matière de justice. Ce texte, il ne se résume pas simplement à cette question importante de la protection, notamment de ceux qui sont gendarmes, policiers ou sapeurs-pompiers. Nous trouverons des réponses sur ce fameux article 24, je n'en doute pas, qui respecteront, je le dis devant des journalistes, totalement la liberté de la presse, et nous y serons naturellement attentifs, mais qui en même temps vise à répondre à la nécessaire protection, y compris dans leur vie personnelle, de ceux qui exercent une mission de protection de nos libertés au travers de l'état de droit. Et puis sur les drones, le président Buffet a souhaité saisir la CNIL. Je ne doute pas que l'avis de la CNIL sera examiné de manière très attentive par le Sénat. Je rappelle que la CNIL, historiquement, c'est une création du Sénat, et qu'on le veuille ou non, on revient quelque part à ses origines, cette attention aux libertés.
Vous nous dites on trouvera une solution pour ce fameux article 24. Il a fait couler beaucoup d'encre. Il y a aussi une mobilisation importante, notamment de notre confrérie, des journalistes. Vous avez déjà des idées de la manière dont vous allez résoudre ce fameux problème de l'article 24 ? Le président Buffet y travaille et je fais confiance à la commission des lois. Je suis certain qu'on trouvera un équilibre, toujours, entre les libertés et la nécessité d'améliorer la sécurité. C'est quand même ce texte que peut-être on aurait dû envoyer au Conseil d'État, mais ce n'est pas à moi de juger, eu égard à son importance, ce qui peut-être nous aurait évité quelques difficultés. Je suis certain. Ça a été l'occasion pour moi de rappeler qu'est-ce que le bicamérisme. Qu'est-ce que le bicamérisme ? C'est-à-dire une capacité d'enrichir les textes. Voilà pourquoi je regrettais sur le texte adopté cette nuit qu'on n'ait pas totalement pu enrichir le débat. Je pense que c'est le rôle du Sénat. Anne-Pascale Reboul de l'agence France Presse vous pose la question suivante. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Sur un autre texte régalien, le projet de loi contre les séparatismes, pour faire simple, que vous allez bientôt prendre. Déjà, comment est-ce que vous jugez les débats devant l'Assemblée ? Est-ce que les vraies questions sont posées selon vous ? Et comment vous aborderez ce texte ? D'abord, c'est un texte que j'aborderai dans l'esprit même du discours des Mureaux, qui pour moi correspond quelque part à la fin d'un renoncement que nous avions depuis 30 ans. 30 ans face quelque part aux atteintes qui ont été portées à la République. Et je crois que c'est de cette manière qu'il faut aborder ce texte. Que ça soit, et il impacte d'ailleurs les collectivités territoriales, je le disais aux associations d'élus, parce que nous aurons à traiter de l'espace public, nous aurons surtout à traiter de la laïcité à l'intérieur du service public. Et là se posera naturellement la question du service public de l'éducation. Et nous aurons un débat autour du service public de l'éducation à la lumière de la loi de 2004. Il posera aussi des questions dans la vie associative. Qu'est-ce que la charte d'engagement républicain ? Il posera aussi des questions sur des sujets de société, y compris pour l'officier d'état civil. Le refus total de la polygamie, par exemple, est un élément extrêmement important. Il posera aussi des questions en matière de culte. Questions en matière de culte, mais aussi de contrôle de financement. Et moi, vous savez, pour avoir travaillé avec Marcel Gauchet et publié un petit ouvrage que vous avez dû lire en 2019, et je vois que c'est beaucoup repris, le principe de Briand, c'est que la foi et la loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. C'est donc la préconisation que nous faisons, qui est d'ailleurs l'objet de rapports du Sénat. J'ai le souvenir d'un certain nombre de rapports du Sénat, et je pense que la dimension de pousser l'ensemble des cultes vers le choix d'un statut 1905 est un élément important. Encore faut-il respecter la liberté des cultes. Et donc, pour ma part, je pense que la loi de la République, elle s'impose à tous. Mais qu'en même temps, la République, c'est l'esprit de la loi de 1905, doit respecter la liberté de conscience. Et c'est donc cet équilibre qu'il nous faudra trouver. Et en matière claire, et je sens des tensions avec les cultes, il faudra que clairement, ceux qui sont en 1905 ne puissent pas en quelque sorte subir des conséquences qui leur permettraient ou ne leur permettraient pas de rester en équilibre. Je pense notamment à la dimension fiscale, immobilière. C'est un sujet que nous aborderons ici, mais auquel, je le dis clairement, j'attacherai une grande importance. Il y a naturellement des sujets connexes à cela, mais il faut d'abord traiter ce texte sur les valeurs de la République. Et il y a aussi la dimension constitutionnelle. Vous savez que le Sénat avait voté en octobre que nul ne pouvait se prévaloir de son origine, de sa race ou de sa religion. C'est un sujet qui viendra sans doute dans le débat,
mais je souhaite un débat, là aussi, avec la volonté de mettre fin à 30 années de recul. Moi, j'imagine que vous avez écouté la tonalité de ce début du débat à l'Assemblée nationale, notamment du côté du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, Annie Genevard, qui est la présidente du Parlement 1 de votre formation politique, notamment, ont pris la parole, sont les porte-parole sur ce texte du côté Les Républicains. Est-ce qu'on aura le droit à la même tonalité, selon vous, du côté du groupe majoritaire ici au Sénat ? Je pense que ce qui va être important, c'est la tonalité qui va être donnée par la commission des lois et par les rapporteurs, et qui vont se nourrir de 10 rapports qui ont été construits au Sénat. J'ai bien entendu, par exemple, la question migratoire. Oui. Est-ce qu'elle doit être liée à ce texte ? Je vous le dis clairement, la question migratoire n'est pas indifférente par rapport à ce texte, parce que la question de l'intégration, et notamment de l'intégration de populations qui ont en héritage la religion islamique, eh bien, c'est une question, et il ne faut pas nier les mots. La loi de 2018 est un échec. Nous avons délivré, il faut quand même avoir en tête, 275 000 titres de séjour en 2019. Nous avons eu plus de 135 000 demandes d'asile. Nous n'avons que 13% des obligations de quitter le territoire français qui sont réellement exécutées. Si on me dit qu'il n'y a pas de problème sur la question migratoire, on se trompe. Mais je pense que c'est un texte qui doit être vu de manière séparée, peut-être quelques temps après. C'est un texte nécessaire, mais je souhaite qu'on traite des valeurs de la République, qu'on aille au bout, sans ignorer ce texte sur les questions migratoires. Jean-Michel Lamy, notre confrère du Nouvel Économiste, va vous poser la prochaine question. Il va peut-être être question de ce qui figurait au cœur de votre intervention tout à l'heure, les comptes publics de l'État. Oui, alors bonjour Monsieur le Président. En effet, comment arriver à faire refluer la dépense publique en sortie de crise ? Alors vous répondez, réforme structurelle et puis décentralisation. Bon, est-ce à la hauteur des enjeux ? Parce que dans son dernier livre, vous l'avez peut-être regardé, Bruno Le Maire assure que sans transition vers de nouvelles institutions, le pays s'expose à la crise de régime. Il dit bien crise de régime. Alors, est-ce à votre avis, et faut-il aller carrément vers le régime présidentiel ? D'abord, peut-être, puisqu'on aborde la question des réformes et de l'état des dépenses publiques, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à Julien Lécuyer, et je lui prie de m'en excuser, sur la réforme des retraites. Enfin, la réforme des retraites, c'est vraiment le crash absolu du dialogue social préalable. Et donc, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour engager à nouveau une réforme indispensable qu'est la réforme des retraites. Et donc, je le dis à Jean-Michel Lamy, bien sûr, l'ensemble de ce que j'ai dit devra se faire après la pandémie. Est-ce que ça pose une question de régime ? Je pense que la réduction des dépenses publiques, qui sont aujourd'hui arrivées à près de 64%, pardonnez-moi, c'est un sujet qu'il va falloir traiter avec courage. Est-ce que pour ça, il faut dire on change de régime ? Là, je dis non. Je dis on se met au régime. C'est sans doute d'abord la première des formules. On se met au régime. D'abord, d'où vient cette propension, en fait, à ne pas maîtriser nos dépenses publiques ? Et là, nous sommes, par contre, médaille d'or sur ce sujet. Je crois que pour diminuer nos dépenses publiques, il faudra qu'on travaille sur des choses aussi simples que notre propension à multiplier les agences, à multiplier les hautes autorités, à multiplier les normes. Et naturellement, il faudra des réformes structurelles de l'organisation du pays. Voilà pourquoi la décentralisation en fait partie. Mais au fond, nous avons le sentiment que c'est une tâche impossible. Et naturellement, il faudra regarder d'une manière là aussi pragmatique et concrète dans le mode d'organisation de notre pays, dans la décentralisation, dans la déconcentration, comment la fonction publique est réorganisée et allégée. Mais si on doit pour ça commencer de parler de 6e République, eh ben on n'est pas prêt de sortir de cela. François Fillon, qui était le
le candidat de la droite républicaine à la dernière élection présidentielle préconisait une économie des dépenses publiques de l'ordre de 150 milliards d'euros sur un quinquennat. C'est toujours d'actualité un tel programme à vos yeux pour l'échéance à venir en 2022, la prochaine présidentielle? 2017-2019, on a fait plus 80 milliards de dépenses publiques. Je pense qu'il va falloir qu'on évalue en sortie de pandémie. Voilà pourquoi est mise en place aussi cette mission commune d'information du Sénat, pour mesurer, au-delà de la crise sanitaire, de ses conséquences économiques, sociales et sociétales, eh bien les dispositifs financiers, parce que, je le dis extrêmement clairement, le quoi qu'il en coûte, ça a été un plan de sauvetage. Et je partage ce plan de sauvetage, mais ça ne peut pas être un mode de vie, ça ne peut pas être un mode de vie pour la République. Question maintenant de Damien Fleureau, notre confrère de CNews. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Une question sur la situation épidémiologique et le calendrier électoral. Est-ce que les dernières annonces du gouvernement sont de nature à vous rassurer quant à l'organisation du scrutin des régionales et des départementales en juin prochain? Est-ce que le calendrier de vaccination, les livraisons sont de nature à vous rassurer? Et puis, votre réaction aussi à la disponibilité de Ségolène Royal de se porter candidate au siège des sénateurs de l'étranger en septembre prochain. En lien avec ce sujet-là, est-ce que vous n'avez pas peur que des stratégies individuelles, à mesure qu'on se rapproche de la présidentielle, des stratégies individuelles, des stratégies de campagne, même de partis, viennent peut-être perturber l'activité parlementaire dans les prochains mois? Tout d'abord, ce qui me rassure le plus, c'est que le Sénat, en première lecture, a voté pour les élections départementales et régionales, un échéancier clair, les 13 et 20 juin prochains. Parce que je l'ai dit dans mes propos introductifs, il n'est pas question de mettre entre parenthèses la démocratie. Un certain nombre de pays nous démontrent cette capacité à la fois à gérer une pandémie très difficile, on l'a vu au Portugal, on le verra dans quelques semaines en Allemagne, et tout simplement la démocratie territoriale dont on a besoin. La commission des lois du Sénat s'est montrée attentive à faciliter les conditions sécuritaires. D'abord, le fait de pouvoir avoir 2 procurations, mais aussi des conditions de déroulement de la campagne qui n'amputent pas le débat démocratique, mais qui devra se dérouler autrement. J'ai dit tout à l'heure, sauf crise aiguë, parce que le report d'élections de cette nature pourrait avoir un certain nombre d'interrogations à caractère y compris constitutionnel. Donc je souhaite vraiment que la démocratie puisse s'exprimer et j'espère que la maîtrise de la pandémie, alors je ne sais plus qui écouter, qui entendre, nous entendons des spécialistes nous annoncer un certain nombre de choses, mais pardonnez aux biologistes vétérinaires de dire que naturellement, comme pour l'économie, comme pour la reprise, comme pour l'expression démocratique, plus nous vaccinerons de nos concitoyens qui sont exposés, et plus nous pourrons demain retrouver tout simplement une vie beaucoup plus normale. Et ça m'apparaît important. Quant à Mme Ségolène Royal, bienvenue à sa candidature pour le Sénat. Ça démontre que des personnalités ayant une vie nationale considèrent que le Sénat est une assemblée qui apporte une vraie plus-value à la démocratie. Ça démontre qu'une partie, j'allais dire, des contre-pouvoirs sont bien au Sénat et aujourd'hui de manière forte. Donc, on verra ce que décideront les électeurs qui représentent les Français établis hors de France. Mais quelque part, j'y vois un signe de reconnaissance pour l'action du Sénat et de tous les groupes du Sénat, qu'ils appartiennent à la majorité comme à l'opposition. Question qui vous est posée maintenant par le journaliste indépendant Stanislas Noyer. Oui, bonjour Monsieur le Président. Je voulais savoir quel était votre avis sur le projet de référendum sur l'article 1 de la Constitution et est-ce que vous auriez une idée du moment auquel il conviendrait de l'organiser? D'abord, Stanislas Noyer, je le vois souvent aux questions au gouvernement, tout à fait en haut. Vrai ou pas vrai?
Donc, c'est un vrai fidèle de l'avis et du rôle de contrôle du Sénat. Je voudrais, sur ce sujet, le référendum, d'ailleurs dire que nous aborderons le texte qui nous sera présenté de manière ouverte. Je pense que la question climatique, la question environnementale ne se résumera pas à l'introduction dans un article de la Constitution, qui a des sujets aussi importants. Nous venons de décider au Sénat d'engager un vrai travail dans la préparation de la COP26. Donc, d'être extrêmement présent à un moment où notamment la politique américaine nous permet de revenir pour ce pays dans le débat climatique. Et une partie des accords de Paris devrait trouver une conclusion positive à l'occasion de la COP26 à Glasgow. Mais revenons au texte référendaire. On ne peut pas ne pas le regarder maintenant sans avoir l'avis qu'a donné le Conseil d'État, qui rappelle que déjà le bloc de constitutionnalité voulu par Jacques Chirac était un bloc qui faisait référence. Et nous voyons qu'y compris dans des réponses à des QPC récentes, ce bloc de constitutionnalité, il existe. La deuxième des choses, c'est qu'il attire notre attention, mais nous l'avions déjà dit au Sénat, sur la sémantique. Pour nous, c'est clair. Le droit environnemental, l'attention au climat, doit être une préoccupation très importante, qui peut être de niveau constitutionnel. Elle l'est déjà par le bloc Chirac, mais pas supérieure à d'autres droits reconnus dans la Constitution. Je pense à la liberté d'entreprendre, je pense à l'égalité homme-femme, je pense à un certain nombre de principes. Donc ça ne peut pas être un droit supra. Donc son positionnement dans le texte est la sémantique. Le Conseil d'État dit aussi attention à garantie, qui peut entraîner un jour des formes de confusion. Et il propose préserve. En 2018, la Commission des lois, avant que le texte qui s'était arrêté sur la contre-escarpe, le projet de référendum n'arrive, avait réfléchi à la manière d'aborder ce sujet. Donc, ouvert, ça ne résume pas les politiques environnementales et les politiques climatiques, et donc, très clairement, l'avis du Conseil d'État rejoint l'avis que j'avais déjà donné publiquement sur ce sujet. L'idée d'un référendum émise par le chef de l'État à propos de cette réforme constitutionnelle, peut-être l'automne prochain, hein, c'est l'échéance qui nous a été proposée par le chef de l'État. Elle vous paraît justifiée? C'est un coup politique? Comment vous l'interprétez? Il y avait une convention citoyenne, fallait tenter de se sortir par le haut de la cheminée. On voit bien que, comme le dit le Conseil d'État, un peu... Allez, je ne vais pas le qualifier. Il dit que la Constitution, ce n'est pas un catalogue des politiques publiques. Donc, vous avez compris. Question suivante, c'est Louis Garino de la lettre A qui vous la pose. Bonjour, Monsieur le Président. Une question sur la détresse des étudiants. Cette détresse ne cesse d'augmenter, détresse sociale et psychologique de semaine en semaine. Tentatives de suicide, précarité, difficulté à se nourrir pour certains étudiants en province. La question très simple, est-ce que vous considérez que l'exécutif et la ministre Frédérique Vidal a été suffisamment réactifs face à ce dossier estudiantin d'une part, et êtes-vous favorable, comme le disent certains étudiants et un collectif, notamment un étudiant à Avignon, qui demande la réouverture des universités, des établissements d'enseignement supérieur pour casser cette détresse sociale et psychologique? Merci à vous. D'abord, nous aurons très bientôt, à l'initiative d'un groupe d'opposition, un débat sur la situation des étudiants au Sénat. Car, je le disais tout à l'heure à un de vos confrères, c'est naturellement une préoccupation. Et je faisais allusion à ma rencontre avec un étudiant du nord de la France, mais nous avons d'autres témoignages. Le nombre d'étudiants, mais aussi de jeunes diplômés, je l'évoquais tout à l'heure, qui ne trouvent pas d'emploi, d'étudiants qui ne trouvent pas de stage, qui ne trouvent pas aujourd'hui dans leur détresse les petits boulots qui leur permettaient de compléter, j'allais dire, le quotidien de leur vie. Ça, pour moi, c'est un sujet majeur.
pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes salariés. On a eu une rentrée plutôt positive. Et je remercie tous les acteurs, notamment de l'alternance, mais nous avons une rentrée parfois inquiétante pour des jeunes diplômés. Voilà pourquoi il faut qu'on examine un certain nombre de pistes qui ont été proposées rapidement, parce que la détresse, elle est aujourd'hui dans le quotidien de ces étudiants, y compris, je le vois dans des messages, des étudiants qui nous demandent des stages, des étudiants qui disent on n'a plus de cours, on ne voudrait pas perdre cette année. Et même pour le Sénat, nous avons pris des décisions d'accueillir beaucoup plus de jeunes, je le dis, beaucoup plus de jeunes pour leur permettre que cette année ne soit pas une année vide de sens et vide de rapports humains. Car comme me l'expliquait cet étudiant, être tout seul dans une chambre de 9 ou 10 mètres carrés, sans capacité à se retrouver, le président des présidents d'université m'a d'ailleurs écrit la semaine dernière, je vais le recevoir rapidement, pour que nous puissions évoquer cela sans délai et voir comment, y compris le Sénat, peut contribuer à répondre à la détresse des étudiants, mais aussi des jeunes salariés. Bien, c'était la dernière question qui vous était posée par nos confrères de l'AJP. J'ai une dernière question de mon côté à vous poser concernant la préparation de la future élection présidentielle. Christian Jacob a évoqué le cas d'une éventuelle formule de partage à trouver entre les candidats qui se présenteront sur cette ligne de départ de la présidentielle. Bruno Retailleau, d'ailleurs, le président du groupe Les Républicains du Sénat, a déjà fait savoir qu'il serait partant pour être candidat à cette élection. Comment vous imaginez-vous de votre côté cette formule de départage, s'il devait y en avoir une, au sein de votre formation politique, peut-être en tirant les leçons de ce qu'ont été les dernières primaires organisées du côté de la droite républicaine en 2016? J'ai dit tout à l'heure la nécessité qu'il y ait dans l'espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans cet espace politique, j'allais dire une proposition pour l'élection majeure qu'est l'élection présidentielle. C'est une responsabilité, c'est ce à quoi, avec d'autres responsables, je travaille. C'est une mission que nous partageons pour la famille des Républicains, Christian Jacob et moi-même. Je suis en train de rencontrer les candidats potentiels, mais aussi les personnalités, pas simplement de la famille des Républicains, mais aussi de la famille, des familles centristes ou de personnalités, j'allais dire, qui ont marqué la vie publique dans notre pays. Et nous avons décidé que si un candidat naturel n'émergeait pas après les élections départementales et régionales, alors il faudrait que nous trouvions la formule pour départager. C'est une formule de notaire. D'ailleurs, moi qui l'ai amené, cette formule, c'est un notaire qui me l'avait soufflé, je dois dire, comme dans les héritages, vous savez, pour que nous choisissions un candidat ou une candidate. Donc c'est quelque chose qui doit se faire sereinement, tranquillement, en ayant écouté les uns et les autres. Je sais bien que l'enjeu est tel que ça n'est pas simple, mais j'appliquerai ma formule préférée de mes vœux de l'année 2015, calme, en avant et droit. C'est la manière de répondre à ce besoin démocratique. Écoutez, ça sera la fin de cet échange. Grand merci encore au nom de notre association, l'association des journalistes parlementaires, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous aujourd'hui. Je vais rendre maintenant l'antenne à nos confrères de Public Sénat. J'imagine qu'ils vont débriefer de leur côté ce qu'ont été vos propos, nos échanges. Et merci encore. À vous, merci à tous vos confrères. Merci à vos confrères de suivre l'actualité parlementaire parce qu'ils contribuent à ce que la démocratie ne soit pas mise entre parenthèses pendant cette crise pandémique. Je crois que c'est important pour pas que nous nous réveillions un jour avec des tentations qui ne seraient pas des tentations de choix démocratiques. Merci.